Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au test du TCL 65C89B. Test épisode 2, devrais-je dire, puisque vous trouverez d'ores et déjà sur la chaîne, le lien est dans la description et puis il doit apparaître aussi quelque part par là en infobulle, mes tests liés aux résultats des mesures pré- et post-calibrage, une manière de se rendre compte que TCL a plutôt bien travaillé sur ce téléviseur, mais une manière aussi de se rendre compte qu'on peut faire encore mieux si jamais vous souhaitez faire calibrer votre téléviseur. N'hésitez pas à aller retrouver cette vidéo. Vidéo qui forcément a fait réagir. Certains auraient aimé que je commence par le test complet dont on va se parler ici dans cette vidéo, mais en fait, ceux qui sont là le plus souvent sur la chaîne, le savent, j'avais organisé un live de plus d'1h30 où je vous diffusais une multitude de contenus en live dans mon bureau. J'avais branché les deux caméras. Bref, j'avais diffusé plein de contenus, TNT, Blu-ray, et finalement, cette vidéo, forcément, je me suis retrouvé en mode strike et elle a été complètement bloquée sur YouTube. Dans ce laps de temps, j'ai régulièrement continué à échanger avec la communauté sur Discord, ce qui m'emmène désormais à vous proposer cette nouvelle vidéo. La partie caractéristiques techniques, je vais essayer d'aller assez vite parce que là encore sur la chaîne, vous avez une vidéo qui est consacrée à cela, vidéo que j'ai fait juste après avoir découvert les produits lors de l'annonce et dans laquelle vous allez avoir toutes les informations. Néanmoins, j'ai envie de retenir 3 points majeurs qui concernent ce produit. On a d'abord cette partie processeur avec cette puce que TCL appelle AI PQ Pro Processor, qui n'est autre en fait qu'une puce MediaTek MT5896, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec ses quelques caractéristiques techniques qui évoquent tout simplement le fait qu'elle est plus connue aussi sous le nom de code MediaTek Pentonic 700, puce pour laquelle TCL aurait apporté quelques évolutions, quelques améliorations. Mais attention, ce n'a pas été le grand sujet sur 2024. J'y reviendrai dans la partie qualité de l'image, mais vous voyez que vous pouvez également consulter, si ça vous intéresse, les caractéristiques techniques plus détaillées de cette puce sur le site de MediaTek. Le deuxième élément qui est important, c'est le panneau LCD rétroéclairage mini LED de toute nouvelle génération. C'est vraiment un progrès que TCL met ici en avant, qui a été réalisé a priori avec les équipes de CSOT, et ce serait le plus performant aujourd'hui que TCL ait réussi à créer pour cette gamme C8, d'où le fait qu'il soit également meilleur que le C955 en série C9. Et donc on va avoir un téléviseur LCD rétroéclairage mini LED avec cette mention QLED Pro qui tout simplement renferme le fait que les Quantum Dot feraient appel à un nouveau substrat, un nouveau matériau qui va tout simplement aider à booster un petit peu la colorimétrie, rendre cette image encore plus punchy. Plus de luminosité également pour ce modèle, puisque vous le voyez, on a quand même en 65, en 75, en 85 et en 98 pouces des luminosités assez considérables qui dépassent les 3000 nits selon les modes boost et selon les tailles d'image, selon les tailles d'écran. Et puis on a également une multiplication du nombre de zones, là aussi assez significative. Et je rappelle, puisque c'est l'une des présentations aussi, une des explications que j'ai eues encore une fois à l'occasion des rendez-vous techniques avec les équipes en Pologne, c'est que désormais, chez TCL, une diode égale une zone, donc une diode ronde, puisqu'on n'est plus sur de la diode carrée, ce sont des diodes rondes et donc qui produisent ces points lumineux qui peuvent également, élément extrêmement important, être pilotés sur 16 bits, ce qui donne à peu près 65 365 ou 635, je ne sais plus où se positionne exactement ma dyslexie, mais en tout cas qui donne lieu à plus de 65 000 niveaux d'intensité lumineuse pour être capable de produire un noir profond et ensuite également maîtriser un peu mieux les hautes lumières. Autre élément technique très important, on a une meilleure luminosité, on a des nouveaux Quantum Dot pour booster l'aspect colorimétrie, et on a surtout désormais cette mention Premium QD Mini LED qui fait également référence au fait que l'on est ici sur un panneau OD5, c'est-à-dire que nous n'avons que 5 mm entre le panneau LCD et le rétroéclairage mini LED, et on sait que si on rapproche ces deux panneaux, tout simplement ça permet de réduire les fuites de lumière, ce qui devrait nous offrir des meilleurs angles de vision. Et voilà, et donc ça c'est un petit peu toutes les principales promesses que j'ai envie de retenir sur ce produit. Naturellement, vous avez vu la suite des caractéristiques techniques, on est encore sur un produit qui va plaire aux joueurs, puisqu'on est là sur une dalle 144 Hz avec une prise HDMI 2.1
La numéro 1 fait 244, la numéro 2 va faire du HDMI 120 en Ultra HD et les autres seront sur de l'Ultra HD à 60 Hz. Et bien évidemment, on peut saluer le fait que TCL ne fait aucune concession sur la partie HDR puisque l'on a du HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ. Là aussi, on va voir que c'est payant avec également un système audio 2.1.2. On a 2 haut-parleurs ici en partie basse, 2 haut-parleurs en partie haute et un caisson de basse à l'arrière. Alors sans vouloir trop empiéter sur la suite de la vidéo, vous savez, c'est pas simple de reproduire du contenu audio à travers de la caméra et les micro-cravates. Le système audio est parfaitement autonome, enfin il suffit pour beaucoup de contenu, mais vous pourrez naturellement y ajouter une barre de son. Alors avant d'en venir à cette partie ergonomie matérielle, vous parlez du pied, la télécommande, etc., eh bien il faut que je vous reparle des prix. Surtout qu'il y a des ODR encore qui sont valables, qui ont été prolongés jusqu'au mois de septembre. Pour être en mesure de vous livrer les indications les plus fraîches, j'ai contacté le service de presse pour obtenir les prix actualisés au mois de juin. Attention, ce sont les prix publics annoncés. Ce ne sont pas les prix que vous allez forcément retrouver dans les enseignes, puisqu'on a, comme je l'ai dit, les ODR, mais il peut y avoir également des promos dans les différentes enseignes. Les tarifs actualisés au mois de juin, c'est 65 pouces à 1599, 75 à 1799, 85 à 2699 et 98 à 4499 euros. Ça, ce sont les prix public annoncé, mais il y a naturellement toutes les offres qui sont mises en place en magasin et les ODR qui s'ajoutent à cela, qui sont cette fois-ci faites par TCL. Et là, ça donne des choses complètement incroyables. Beaucoup ont sauté sur l'occasion pour le 75 pouces. Clairement, c'était une offre qui était assez redoutable. Et alors, quand on m'a dit que certains s'étaient acheté le 85 pouces à environ 1330 ou 1350 euros, on va dire moins de 1400 euros, c'est de la folie. On va maintenant passer à l'ergonomie matérielle de ce produit avec une précision importante. J'ai failli oublier, c'est que les images que vous allez voir lorsque je suis comme ça en mode plateau, c'est-à-dire moi aux côtés de la télé, eh bien la luminosité a été beaucoup baissée, en tout cas sur les contenus HDR, la luminosité est à 40, parfois ce sera un peu moins. Sachez que comme d'habitude, il faut vous fier aux images d'illustration pour lesquelles je suis vraiment focalisé derrière la caméra et j'essaye à chaque fois d'obtenir le meilleur résultat pour que ce soit le plus fidèle possible par rapport à ce que moi je peux percevoir. J'essaye de faire au mieux, mais sachez donc que nous ne sommes pas ici du tout sur ces images que vous voyez, sur la luminosité maximale du téléviseur parce qu'il envoie et déjà vous devez voir quand même que c'est quelque chose. L'ergonomie matérielle, eh bien on a tout d'abord ce pied central avec ici cette surface en métal sur le dessus, pied central qui présentera l'intérêt, comme vous le voyez là, eh bien d'avoir un minimum d'encombrement pour un téléviseur de 65 pouces, puisqu'on est ici sur environ 34 cm de large et environ 30 cm de profondeur. Sachez que ce pied central, eh bien, il y a quelque part un petit truc qui me dérange, c'est que par le passé, eh bien, on avait un mécanisme de guidage des câbles, on montait le pied, on enlevait un cache à l'arrière et on pouvait passer ces différents câbles HDMI, Ethernet, antennes, etc. Et ensuite, ça pouvait descendre proprement. Désormais, ce guidage est un peu différent, on a des espèces de petites rainures, mais je trouve que c'est moins efficace et surtout, on n'a rien de vraiment très solide pour guider ces fameux câbles. Sur la notion de câble, veillez à faire quelque chose de peut-être acheter des espèces de pattes des pattes montées sur des supports adhésifs double face. Ensuite, on vient clipser cette patte, ça permet de guider les câbles. Bon, faut prendre quelque chose qui résiste entre guillemets un peu à la chaleur, même si ce téléviseur derrière, il chauffe pas beaucoup. Voilà, faut prendre quelque chose d'assez solide pour pas que ça vienne se décrocher à la moindre occasion. Bon, ça c'est un petit peu l'aspect câble management un peu esthétique du téléviseur. En revanche, ce nouveau pied, il a quelque chose de génial, c'est qu'il est désormais réglable sur deux hauteurs. La première hauteur, vous la voyez, c'est telle qu'elle est là. On a ici 4 cm sur le bas du châssis. 4 cm sur le bas du châssis, c'est environ 5 cm, 5 cm et demi par rapport au bas de la dalle, par rapport vraiment au panneau LCD, à l'affichage. En fonction ensuite de l'inclinaison que vous allez avoir, si jamais vous êtes trop au ras, ça ne va pas être génial si jamais vous mettez une barre de son. Et justement, pour ces informations que je vous donne dans le cadre de l'installation d'une barre de son, sachez que ce pied qui est juste là, il ajoute quasi 1 cm également. Donc, si jamais votre idée, c'est de poser la barre de son ici
sur le pied, eh bien il va falloir que les patins de la barre de son elles-mêmes soient assez hautes pour pas que le truc soit un peu bancal, que eh bien toute la restitution du son ne souffre pas non plus de cette barre de son ici. Et donc le mieux sera sans doute de la placer devant avec ce pied central surélevé naturellement, donc faites bien attention au moment où vous allez le monter. Lorsque l'on surélève, on est environ à 8 cm, 8 cm et demi. Je rappelle que TCL est quand même constructeur, fabricant et commercialise aussi des barres de son et donc ils ont à peu près les cotes standards en tête. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, aller chercher des barres de son ultra slim. Bon, pour ceux qui voudraient une barre de son avec du Dolby Atmos par exemple, ça sera parfait couplé avec ce genre de solution. Vous voyez ce que je veux dire. Et toujours sur cette partie design, eh bien, on a cette petite plaque que j'ai déjà mentionnée, cette fameuse mention de Premium QD Mini LED. Et lorsque j'ai déballé le téléviseur, j'ai appelé les équipes à Varsovie, enfin j'ai contacté les équipes et je leur ai dit mais il n'y a pas un truc bizarre là, ils se sont pas trompés au moment de coller cette étiquette. J'ai essayé de le décoller, faites surtout pas ça, hein, parce qu'il pourrait que ça impacte d'ailleurs la dalle LCD sur le devant, ça pourrait fendre le verre, et il ne faut surtout pas faire ça. Mais donc du coup, j'avais quand même essayé de regarder par moi-même, et non, elle est collée au bon endroit. Ce sont sur visiblement les 85 et 98 qui seraient collés sur le côté, parce que quand je l'avais vu lors de l'événement de présentation, c'était effectivement une plus grande taille, et ça m'avait pas interpellé, et quand j'ai mis le téléviseur, en fait, ça m'attirait l'œil, quoi. Elle est juste là, ça empiète comme ça sur la bande noire, et le truc attirait systématiquement mon œil. Bon, je ne vous cache pas que je m'y suis fait, c'est un point de détail, mais je ne comprends pas que, pour le coup, TCL soit venu coller ça ici, alors que, à contrario, d'une certaine manière, ils nous ont mis ici en bas un logo TCL qui est très discret, à peine visible. La télécommande, je suis plutôt content. Je ne suis pas un grand fan des télécommandes minimalistes, hein, c'est quelque chose que j'ai régulièrement dénoncé, notamment du côté de chez Samsung, mais il y a un truc déjà qui fait une énorme différence par rapport à chez Samsung, eh bien c'est que là, j'ai un bouton qui va me permettre de choisir directement les sources que je veux piloter. Et donc du coup, ça m'évite de cliquer d'abord sur menu, puis de descendre, puis d'aller choisir le truc. Et là, c'est assez rapide. On embraye déjà un petit peu dans la fluidité et la rapidité ici de ce système d'exploitation qui est Google TV, qui marche très très bien avec ici des choses qu'on va pouvoir personnaliser. Il n'y a pas de rétroéclairage. C'est vrai que quand on la voit comme ça, on se dit « Ah, c'est cool, ça se trouve, il y a du rétroéclairage. » Non, il y a un truc qui est peut-être un petit peu déroutant au début, c'est que les touches de menu, de volume, sont sur le côté. Bon, c'est un peu façon smartphone. Je m'y suis habitué assez rapidement. Finalement, on a Netflix en raccourci, Prime Video, YouTube et TCL Channels sur lesquels je ne vais pas m'attarder du tout. Je trouve que ce service, de toute façon, ils ne le mettent pas en avant et il est moins qualitatif que ce que peut notamment proposer Samsung avec ses TV sur IP, Samsung TV Plus, et qui, de toute façon, Tizen OS aujourd'hui fait partie des systèmes d'exploitation de très haute volée en matière de service, puisqu'on a même toutes les box opérateurs qui sont intégrés, etc. Donc, clairement, sur l'aspect service, Samsung est clairement leader là-dessus. Je pense que même le Gaming Hub et tout, je trouve ça même mieux que chez LG, mais encore une fois, c'est peut-être une affaire de goût. Et puis moi, vous le savez peut-être aussi que pour la partie menu, cette fois-ci, c'est plutôt Sony qui me plaît sur la façon dont il légende les menus. Et de toute façon, là-dessus, on y reviendra sur la partie ergonomie logicielle, mais ça, c'est un peu plus tard dans la vidéo. Concernant l'accroche murale, justement, il faudra vous renseigner en fonction de la taille du téléviseur, ce qui est proposé, parce que on va pas avoir le même écartement pour toutes les diagonales. Et là, sur ce 65 pouces, déjà, j'ai pu remarquer qu'il y avait des vis également alignées en partie haute sur la largeur. Alors c'est vrai que j'ai certains automatismes quand je déballe les TV, ça va assez vite, mais de mémoire de poisson rouge, c'est la première fois que je vois ces vis qui permettraient ici d'installer le téléviseur dès un 65 pouces avec une fixation unique en partie haute. La connectique, elle est ici, donc à droite, lorsque l'on est en face du téléviseur. Et je pense qu'il y a un petit sujet là-dessus, si vous êtes un peu maniaque sur le câble management. Je pense qu'il va falloir acheter quelques accessoires pour bien guider les câbles dans le dos du téléviseur. Concernant la qualité de l'image, je ne vais pas vous faire l'affront, mais je ne vais pas, une nouvelle fois, d'une certaine manière, aller cautionner des discours qui sont de dire qu'on se rapproche de l'OLED avec de la technologie mini-LED, etc. Ça, c'est un souhait des constructeurs que l'on peut entendre, qui est souhaitable également, puisque si l'OLED aujourd'hui fait un carton, c'est par sa capacité à produire une image extrêmement sombre.
Il y a des faux, le OLED ne peut pas aller sur des luminosités très élevées, même si effectivement les constructeurs sont malins, ils ont matraqué sur des logiques de luminosité en pic. Et reportez-vous encore une fois à la partie résultat des mesures, comparez les quelques 900 nits, je crois, de mémoire sur la mire à 100% de ce téléviseur en mode film. Comparez cela aux quelques 200, 250 nits, 254 nits, je crois, je suis sur le LG OLED que je suis en train de tester actuellement, et c'est le G4 qui est le plus performant des LG avec la dalle Meta 2.0. Certes, on est au-delà de 1500 nits, quasi 1600 nits même de mémoire sur le G4, j'y reviendrai très prochainement sur la chaîne, mais c'est sur un pattern à 10%. Ici, sur un pattern à 10, on est environ à 1900 nits, et c'est sur le pattern à 25 qu'on a le plus de luminosité avec plus de 2200 nits, quasi 2300 nits. Tout ça, c'est un peu des chiffres de mémoire, mais vous irez voir. Donc, on n'est pas du tout sur la même techno, on n'est pas du tout sur la même approche. En revanche, ce qui est sûr, c'est que TCL a fait du bon boulot avec ces mini LED qui sont pilotés tels des zones, c'est-à-dire qu'une diode égale une zone. Donc là, vous avez des images qui ont été tournées notamment en Pologne. Et le truc, c'est que ces diodes, derrière le TV, même si elles sont rondes, même si elles proposent du réglage sur 16 bits avec plus de 65 000 paliers de puissance de rétroéclairage, enfin d'éclairage qu'on va mettre dans la diode pour ensuite maîtriser toute cette logique de contraste, de précision, etc., de l'intensité lumineuse, on ne peut pas atteindre ce niveau de précision de l'OLED qui est au niveau du sous-pixel ultra maîtrisé, parce que la diode en elle-même, elle a une caractéristique, elle a une taille, cette diode. Alors certes, elle est petite, certes, c'est de l'émetteur bleu également qui va permettre d'aller chercher aujourd'hui beaucoup de luminosité. Certes, il y a du quantum dot qui permet d'aller chercher de la couleur aussi, mais elles ont des propriétés techniques. On a de l'OD5 et dans l'ensemble, à technologie équivalente, ici technologie LCD mini LED, ça fonctionne extrêmement bien. Ce téléviseur est un bon téléviseur mini LED. Il y a du panache, il y a du peps dans la luminosité, dans les zones lumineuses, il y a du détail dans les zones sombres, il y a vraiment une progression également dans les zones de basse luminosité. Sur ce Blu-ray de Spears & Munsil, il y a des scènes que je ne vois absolument pas sur des téléviseurs OLED et qui, là-dessus, sont présents. Et attention, on se parle de téléviseurs OLED avec des dalles Meta, et notamment Meta 2.0, là où des téléviseurs concurrents de ce produit seraient des téléviseurs de la série C, par exemple, enfin des téléviseurs qui ne sont pas dotés de ces technologies de dalles Meta qui vont aller chercher justement plus de luminosité en haute lumière et qui vont également aller chercher peut-être un petit peu plus de détails dans les zones sombres. Ça, c'est un produit qui est extrêmement polyvalent. En matière de rapport qualité-prix, c'est sans commune mesure. C'est quand même un truc de fou. Là, ici, j'ai notamment un plan où on avait des bandes noires à l'écran. On sait que ces fameuses bandes noires, ça a été un sujet sur le C845. TCL a commercialisé un C845 qui était suivi d'une mention X1 dans la référence. Alors malheureusement, on le voyait que sur le carton et on ne savait pas trop quand on l'achetait. Et c'est un sujet sur lequel j'avais été contacté. Et effectivement, moi j'avais eu le C845 dans une version X1 et j'avais dit bah non, si vous le commercialisez plus ce produit, je veux avoir une X2. Bon, il s'avère que ça a traîné un peu, etc. J'ai rien publié dessus, en tout cas sur le X2, parce qu'en fait j'aurais été dans les choux par rapport à ce qui avait été annoncé. Bon, mais à culpa, j'aurais dû, mais bon. Là, ici, j'ai aucun problème. La bande, là, vous la voyez. Certes, j'ai abaissé la luminosité, mais c'est noir. C'est pas le noir de l'OLED, mais c'est noir. Si je me mets dans la pénombre, dans mon salon, si mon angle de vision est bien, bah, ça va être noir. Rapport aux angles de vision également, parce que là aussi, je suis assez sidéré de voir qu'aujourd'hui, désormais, on a des gens qui sont capables, depuis qu'ils ont testé le S95D de Samsung, de dire que l'OLED, ça brille. Non mais de qui on se moque, quoi. Oui, l'OLED, ça brille, ça a toujours brillé. Effectivement, c'est un propos que j'ai déjà partagé, on me faisait la réflexion régulièrement, parce que je vous dis, moi ici, j'ai 2 grandes baies vitrées exposées plein sud, et j'ai des pavés de verre. Si j'enlève le tissu noir que j'ai mis devant mes pavés de verre, ici, vous allez les voir qui se reflètent dans le téléviseur, et c'est le cas sur les téléviseurs OLED, et ce que je critique désormais quelque part sur ces téléviseurs LCD, je vous le mentionne, ces téléviseurs LCD sont de plus en plus brillants. Alors c'est sans doute aussi ce qui leur permet de se rapprocher de cette perception que l'on a de l'OLED, parce que là, on s'en rapproche quand même furieusement, et là, c'est clair que pour moi, c'est une image inédite chez TCL, c'est inédit. Voilà, j'ai pas eu de X955, mais pour une série
C8, waouh, là clairement, entre l'OD5, nouvelle génération de panneaux, processeur, gestion de la luminosité, etc., ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais eu une telle qualité d'image sur un téléviseur TCL. C'est très appréciable, j'allais dire c'est génial, parce que voilà, on est sur certains contenus qui est adapté à cela, mais c'est très bien découpé, c'est très lumineux, c'est très détaillé, c'est impeccable et vous allez voir qu'on peut encore en plus améliorer un peu le truc. Oui, on se rapproche de l'OLED, mais même si on n'atteint pas l'OLED, techniquement, c'est normal, à moins d'aller ensuite, encore une fois, changer ces technologies de mini LED, arriver encore sur des choses à l'échelle de l'OLED, dans la précision même physique de chacune des diodes. Et là, vous vous rendez compte que de toute façon, rien qu'en matière de tarifs, il n'y a rien à voir. Alors il y a cette logique processeur, toujours, qui peut-être doit encore évoluer chez TCL. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien c'est tout simplement que cette année, IPQ processeur évolue légèrement, mais certains déjà, dans la même veine que le C845 avec ses versions X1 et X2, certains dans le Discord m'ont contacté en me disant « Ouais, mais va y avoir un C89B, C855, X2 avec un nouveau processeur, une Pentonic 800, on aura 4 prises HDMI 2.1, etc. » Peut-être. Officiellement, ce ne sont pas les informations que j'ai. Je ne peux absolument pas valider. Ça ne coûte rien de fantasmer. Le rêve, on ne paye pas d'impôt sur les rêves. Mais j'ai évidemment ce message qui m'est adressé. Je pars en quête d'informations. J'ai une réponse qui m'est adressée cette fois-ci de la part des équipes de TCL qui me dit c'est cool, tu m'apprends quelque chose. Sous-entendu, non, il n'est pas prévu pour l'instant qu'on déploie un tel produit. En même temps, très objectivement, cette fois-ci, je me mets cette fois-ci du côté du conso, si jamais TCL avait prévu de faire ce genre de choses, ils se réserveraient bien de me le dire, sachant qu'ils ont une chaîne de production qui tourne à plein pour alimenter ces produits. Ils sont même arrivés en rupture de stock sur les très grandes tailles, le 85, avec plusieurs semaines de délai. C'est dire le succès de ce truc-là que eux-mêmes peut-être n'avaient pas anticipé. Bon, véritable carton. Voilà. Donc a priori, pas de X2 pour l'instant. Sur le processeur, c'est très propre. J'ai vu des jolies choses. Là, on est sur un Blu-ray, il n'y a rien à redire. Vous allez voir qu'on peut travailler ça encore un peu avec les réglages manuels pour améliorer encore le truc. C'est très propre aussi sur la TNT. Il y a encore des failles. Il ne faut surtout pas se mettre en mode standard, il faut utiliser le mode film, il ne faut surtout pas activer les fonctions d'intelligence artificielle, etc. J'y reviendrai également. C'est très propre sur pas mal de programmes de la TNT. Le sport, ça galère. N'utilisez pas non plus le mode sport. Mais je suis passé par la box de mon opérateur, en l'occurrence une box SFR, j'ai branché ça dessus. C'était très propre. Et là où je voulais en venir, eh bien, c'est que dans tous ces échanges que j'ai eus avec TCL, et alors je ne veux pas leur cirer les pompes, mais c'est encore une marque qui nous donne de l'info, qui nous ouvre les TV, qui nous montre le rétroéclairage. Aujourd'hui, plus personne ne fait ça, quasiment. Et TCL, aujourd'hui, qui, sur certains mois de l'année, fait mieux que LG, eh bien eux, ils sont encore très à l'aise avec tout cela, et ils sont suffisamment à l'aise pour nous dire qu'ils ont bossé, ils ont mis des choses en place, ça va vers du meilleur, mais sur les modèles de 2024, il a été décidé de temporiser ce budget ou le temps R&D consacré et qu'il aurait été nécessaire de consacrer à cette partie upscaling au profit d'une forme non pas d'attentisme mais d'évolution du marché, dans le sens où en fait les sources vont naturellement évoluer par leur qualité. On a de la TNT en phase de test, certes, sur la partie Ultra HD. On a des contenus aujourd'hui sur des services de streaming qui, avec 25 mégabits, quand on les regarde là-dessus, c'est tout à fait propre. Je pense à du Netflix par exemple, mais d'autres, Prime Video, Disney, etc. Donc on a des contenus, à condition d'avoir encore l'abonnement associé, on a des contenus qui s'affichent proprement. Et c'est là-dessus que TCL mise. C'est sur l'évolution naturelle de la définition de nos contenus. Donc peut-être qu'il faut se faire une raison et se dire que chez TCL, on n'aura, en tout cas pour l'instant, pas un processeur qui est capable de rivaliser avec les meilleurs sur ce sujet qui est l'upscaling, mais ce sont des concurrents qui proposent des produits aussi bien plus chers. Et encore une fois, ce que je peux moins en constater, ce que j'ai pu voir, il y a de l'évolution quand même, ça progresse parce que ça n'a certes pas été placé comme priorité numéro 1 au sein des développements qui sont faits sur les premiers mois de 2024 et fin 2023, même s'ils m'avaient dit que c'était un sujet sur lequel ils allaient travailler. C'est pas pour autant qu'ils ont rien fait, c'était juste pas
la top guideline, et puis surtout, ça peut encore changer. Je ne suis pas dans le secret des dieux sur ce qui nous attend au moment de l'IFA à Berlin, mais il suffit d'une nouvelle génération de puces, il suffit d'un changement de choix stratégique également, et que les équipes se fassent entendre et disent « Ok, le focus, on est là-dessus, maintenant désormais c'est parti ». C'est pas ce qui m'a été partagé, ils misent plutôt sur l'évolution de la qualité des signaux, la qualité des flux, de l'Ultra HD, etc., pour finalement compenser tout ça. Mais on n'est pas à l'abri que quelque chose se passe, et de toute façon, encore une fois, de mon point de vue, comme du point de vue de la communauté des personnes qui l'ont acheté et qui ont partagé leur retour d'expérience sur le Discord, j'ai plutôt l'impression que les gens sont globalement satisfaits une fois qu'on s'est mis en tête que c'est un produit qui est un tarif qui est quand même si Samsung fait très très fort aussi dans les ODR, faut reconnaître. Là, on est sur des produits qui ont atteint des prix, là, le 85 à moins de 1400 €, c'est du délire complet. Et on peut venir me dire que ce téléviseur, il a un super filtre anti-reflet et mettre une lampe torche de smartphone. Ouais, pourquoi faire? C'est pas l'usage, quoi. C'est pas l'usage. Moi, quand je vous ai montré les défauts du S95D de Samsung, j'ai pris ma lampe torche Boiling P1 qui, elle, envoie vraiment. Je l'ai mis face au truc et on a vu, face au téléviseur, et on a vu que le noir avait tendance à devenir un peu gris. Là, j'attends impatiemment le test du produit parce que ça, c'est un test que de mettre la lampe torche ou de mettre la lumière en face. Mais quand on va avoir ici la lumière d'une maison exposée plein sud qui va venir taper sur la dalle, j'attends de voir comment ça va se concrétiser. Ce qui est une certitude, c'est que, désormais, sur ce téléviseur, même quand je suis effectivement sur le côté, j'y vois beaucoup mieux, les fuites de lumière sont bien plus réduites, et ça, on peut que apprécier. Autre chapitre de cette vidéo, la partie jeux vidéo, et alors là aussi, vous pouvez y aller sans inquiétude, c'est bon. Au niveau rapport qualité-prix, on est tranquille. Chez TCL, on n'a toujours pas 4 prises HDMI 2.1. En revanche, on a du HDMI sur la prise 1 qui prend de l'Ultra HD à 144 et ça fonctionne. Moi, je l'ai utilisé avec un PC portable Razer Blade 18, dont il faut absolument d'ailleurs que je vous parle également sur la chaîne. J'ai utilisé ici la console, la Xbox Series X que vous voyez. J'ai bien la petite coche verte sur la partie Dolby Vision Gaming 120. Donc ça coche toutes les cases, pour le coup, par rapport à un Samsung qui, on le sait, ne fait pas de Dolby Vision, et l'expérience est bonne. J'ai pu faire du Counter-Strike, j'ai pu faire de la course auto également, et d'autres titres, et tout va bien. Il faut juste se dire qu'effectivement, par exemple, par rapport à un téléviseur OLED, la perception est un peu différente. C'est un peu différent parce que on va avoir un TV qui n'est pas extrêmement bien calibré. Sur les résultats du Delta E, là je vous l'affiche, on voit qu'on est un petit peu en dessous de 2.8. Alors oui, un Delta E moyen en dessous de 2.8, on a tendance à se dire ouais, c'est bon, on est bien, c'est bien calibré, etc. Sauf que dans les faits, vous voyez bien qu'il y a certaines teintes qui sont quand même bien saturé, et bon, on peut le percevoir un peu quand même en mode jeu. On a un pic de luminosité qui est bizarrement d'ailleurs qui est un peu inférieur au mode film, donc visiblement TCL a décidé de faire ça comme ça, et surtout, au moment où je fais ma mesure de pic à 10%, on voit que l'électronique fait des choses un peu bizarres, en variation entre un peu moins de 2000, un peu plus de 2100 nits, 1900 à 2100, donc j'ai cette plage un peu étrange. Le process de mesure m'a laissé un peu sceptique, bon, pourquoi pas. Enfin, on m'a recommandé certains titres qu'on voyait, d'ailleurs le Senua's Saga, la Hellblade 2, qui est une ambiance assez spéciale que j'espère pouvoir faire prochainement également dès que j'aurai trouvé du temps, mais sur la logique de fluidité d'image et notamment sur des titres un petit peu plus compétitifs. Alors moi, ça fait longtemps que j'ai lâché Counter-Strike, donc je peux vous dire que je me suis bien fait allumer, mais j'ai pas perçu de grosses latentes. Peut-être que j'ai perdu l'œil. Après, c'est sûr que si on va vraiment chercher du compétitif, ça sera pas sur un téléviseur, et a fortiori déjà sur un 65 pouces, c'est plutôt pas mal. Alors ce qu'on va retrouver en revanche, c'est vrai, c'est la partie Game Bar. Alors cette fois-ci, cette Game Bar qui va s'activer à partir du moment où vous avez le mode jeu, et cette partie également maître du jeu activée. Et donc la Game Bar, vous allez voir, elle se présente comme ceci, avec l'aide à la visée activée ou désactivée, le mode haute fréquence qui en fait est surtout lié notamment au VRR, qui du coup dans cette configuration là sur ce téléviseur va aller de 48 à 144 Hz, donc 144 quand on est sur le PC. Là ici, on est bien en mode FreeSync Premium, c'est compatible également G-Sync, j'ai rien détecté d'anormal là-dessus. La Game Bar, j'aimerais bien qu'elle évolue, parce que si on avait un mode FPS, si on a un mode FPS, RPG et original, c'est vrai qu'on n'a pas d'autres modes. Un troisième mode pourrait être un peu bienvenu, peut-être sur des titres un petit peu plus sportifs, justement, une configuration qui va bien, par exemple, pour les jeux de course automobile. Bon, ça, ce serait plutôt
intéressant parce qu'on voit bien que FPS, ça booste un peu la luminosité, là où RPG a tendance à la réduire un peu. On a ici cette partie qui va permettre de booster l'intensité lumineuse artificiellement, de déboucher les zones sombres dans l'image pour eh bien, tout simplement spotter peut-être sur les jeux de tir, notamment quelqu'un qui se serait caché dans la pénombre sur les titres. Bon, ça, c'est des choses qui sont assez classiques. N'hésitez pas à vous exprimer sur un sujet aussi. Là, vous voyez la fonction HGIG qui est en fait le profil HDR associé aux jeux vidéo. N'hésitez pas à faire des retours auprès de la communauté si vous avez détecté des choses. En rapport à, là j'ai la Xbox Series X, moi ça s'est plutôt bien passé, mais si vous avez une PlayStation 5, etc., parce que on le sait, dans les consoles, il y a un processus qui permet justement eh bien, d'ajuster la luminosité du TV avec ces damiers là, noir et blanc, un petit peu plus sombre, un petit peu plus clair, etc. Et ensuite tout ça, ça doit être confondu. C'est déjà ce qui donne une plage, un espèce de tone mapping pour savoir comment il doit se comporter. Et il est possible qu'en fonction de l'utilisation de ce menu-là, eh bien que ça foire un peu, que ce ne soit pas bénéfique, je cherche mes mots plus corrects, que ce ne soit pas bénéfique justement à la reproduction des contenus jeux vidéo. Donc là aussi, si vous avez un point de vue là-dessus, si vous avez multiplié vraiment les titres, eh bien n'hésitez pas à vous exprimer. Moi, je vais continuer d'utiliser ça pour voir. Ensuite, on a le rapport d'écran, et ça c'est plutôt pas mal parce qu'il va vous permettre soit de choisir sur un ratio 16:9, 21/9 et 32/9. Ça aussi, c'est un truc que notamment Samsung avait proposé pendant une époque et que du coup ici, TCL propose également. On va terminer cette partie jeux vidéo ici avec la mesure de l'input lag. Alors déjà, petite précision, hein, c'est que l'input lag, ça se mesure ici au milieu, parce que si je mets ici la sonde en haut, eh bien comme le rafraîchissement de la dalle démarre en haut, eh bien on est sur 2,5 millisecondes. Si je le mets en bas, eh bien on va voir qu'on est ici à 17,1 millisecondes, donc 16,8, ça a baissé même, ce qui sur une mire en 1080p à 60, eh bien on serait grosso modo à moins d'une image de retard, à peu près sur cette mire à 1080p en 60 Hz. Et là, donc, sur ce pattern qui est au milieu, puisque c'est là qu'il faut qu'on mesure, eh bien, on est à 9,6 millisecondes d'input lag, de retard à l'affichage. Je rappelle que ce n'est pas le temps de réponse de la dalle. On est là sur un téléviseur LCD. Je n'ai pas la sonde photosensible qui permet de mesurer le temps de réponse de la dalle. Ici, on est sur le retard à l'affichage, donc le temps qu'il faut au téléviseur pour afficher une source qui arrive en HDMI et ensuite pour tout simplement... Je rappelle que l'input lag, ce n'est pas le temps de réponse de la dalle, c'est le retard à l'affichage. Le retard à l'affichage, c'est le délai qu'il y a entre le moment où la source HDMI reçoit un signal et le moment où elle l'affiche, et où ici cette sonde photosensible le détecte. Mais comme c'est un téléviseur LCD, on va avoir une latence que je ne peux pas mesurer, je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas la sonde pour cela. Par rapport à un OLED qui lui est auto-émissif où le temps de réponse pour le coup est quasi nul, là on doit être sur quelques millisecondes, mais encore une fois, à l'usage, il n'y a absolument rien qui m'a dérangé. Et là, avec 9,6 millisecondes, eh ben, clairement, TCL rejoint les meilleurs sur le sujet. 9.6, c'est ce que j'obtiens par exemple avec un OLED G4 et c'est ce que j'avais obtenu également avec les meilleurs téléviseurs de chez Samsung. Et là, on est en 1080p à 60. Si on bascule sur eh bien, une source en 120 Hz, on va diviser cette valeur par 2. Donc, il n'y a aucun sujet sur l'input lag. Dernier chapitre de cette vidéo, la partie ergonomie logicielle. Et alors, ça va être de plus en plus le cas, et c'est tant mieux, mais je n'ai rien à signaler. Il y a peut-être des petites choses quand même sur lesquelles je vais revenir, mais en tout cas, pour la partie Google TV, voilà, ça va vite. Ça va super vite, je n'ai absolument rien à reprocher à ce système d'exploitation, c'est fini. Et vous le savez pourtant, quand j'ai eu des bugs avec les téléviseurs TCL, elle est disponible encore cette vidéo sur la chaîne. J'ai fait une vidéo dédiée à des bugs TCL, donc croyez-moi que si j'avais rencontré des soucis avec une Shield TV, le lecteur Blu-ray, ma Xbox Series X ou les ordinateurs, eh ben, je ne me serais pas gêné pour vous le dire. Et là, il n'y a rien, là tout va très bien. Il n'y a aucun sujet, le processeur permet de faire tourner ça de manière très rapide, très fluide. On n'est pas sur du Wi-Fi 6E, on est toujours sur un Wi-Fi 6 classique, on n'a pas de port Ethernet gigabit non plus, on est toujours sur du 10 mais c'est un peu pareil chez tout le monde. Alors certes, certaines marques qui vont avoir mis du Wi-Fi 6E là-dessus aussi, mais j'ai pas noté de délai particulier, j'ai plus les bugs du truc, le matin ça galère à s'allumer, et puis j'ai la connectivité Wi-Fi qui est en pause, et du coup il me dit ah non connecté à Internet, et puis finalement ça pop, et enfin je suis connecté. Ça n'est plus le cas, tout se passe vraiment
très bien désormais sur ce téléviseur. Il y a l'assistant Google qui est là. Si jamais vous utilisez l'assistant Alexa, eh bien ça va passer par une enceinte en externe avec les raccourcis désormais sur le petit ici sur cette touche de la télécommande avec les 3 petits traits. Eh bien on voit que j'ai accès ici à cette barre désormais, qui offre quand même une multitude d'options. Alors il n'y a rien d'innovant là-dedans, c'est le genre de choses qu'on a vu N fois et depuis des années d'ailleurs chez pas mal d'autres constructeurs, mais c'est bien que ce soit là. Ok, TCL a intégré ce truc-là, on peut accéder ensuite au niveau des paramètres, et c'est peut-être là que du coup on peut commencer à se dire ouais, ça serait pas mal si TCL commençait à s'intéresser un petit peu à tous ces menus-là, à faire des trucs pour que ce soit un peu mieux réglé, un peu mieux, un peu plus compréhensible, notamment du plus large public. Et puis, plutôt que d'avoir des trucs un peu très moyens, pour avoir des choses un peu plus qualitatives sur, alors ça, ce message est un peu agaçant, pour avoir des choses peut-être un petit peu plus intéressantes désormais sur la partie également calibrage du téléviseur. Là, je fais un peu une aparté par rapport à ce que j'ai déjà pu vous dire, c'est que j'ai dit qu'on pouvait désormais calibrer ce TV et aller taper dans 3D LUT, etc. Alors ça passe par des services externes ou ce type de produit avec la Portrait G1 et la C6 HDR, vous irez voir la vidéo. J'aurais bien aimé que désormais TCL propose des modes d'image, par exemple un mode film sombre ou un mode expert ou ce genre de truc, voire même 2 modes experts qui auraient permis d'avoir un mode calibré sombre, un mode calibré lumineux, et puis un mode film pour les contenus du tout venant. Pourquoi pas garder un truc un petit peu entre les deux pour, par exemple, regarder la TNT en SDR et ne pas se passer d'une luminosité lorsqu'on en a besoin. Donc peut-être un petit progrès à faire de ce côté-là pour avoir des menus un petit peu mieux légendés sur ce téléviseur, mais pour tout le reste, ça se passe très bien. Voilà, et puis pareil, du coup, j'ai évoqué surtout les modes d'image, mais de la même manière, ici, j'ai le choix du mode d'image, le paramètre du mode d'image, le choix du mode son et les paramètres son. Et là aussi, vous allez pouvoir accéder à quelques petits réglages également. Voilà, donc ça, c'est classique, ça fonctionne. Peut-être un petit boulot à faire là-dessus, mais dans l'ensemble, ça va bien. Allez, c'est sur cette vidéo du labo de Jay en Dolby Vision qu'on va se quitter. N'hésitez pas, si vous voulez essayer, vous pouvez aller rendre visite à Jay sur sa chaîne YouTube pour accéder à cette vidéo. Et puis vous pouvez aussi aller sur son site labo de Jay pour télécharger le fichier qui fait un peu plus de 3 Go pour ensuite le lire sur votre téléviseur. Mais si vous faites ça, s'il vous plaît, allez sur sa chaîne YouTube pour lui laisser un petit message sous la vidéo, un like, etc. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Ses critiques de Blu-ray sont géniales. Et puis en plus, il y a également tout ce travail qu'il a fait sur... il a suivi les équipes en charge de la remasterisation de Astérix et Obélix. Et il ne faut surtout pas se priver de cette vidéo dans laquelle il donne vraiment beaucoup d'explications sur plein de choses. Et c'est tout simplement génial, donc allez-y, mais surtout pensez à lui laisser un petit message, le petit like, et puis pourquoi pas vous abonner à sa chaîne, si ce n'est pas déjà fait, comme on dit. Alors pour en revenir à notre sujet, qui est ici le test de ce 65C89B de TCL, eh bien je vous affiche à côté de moi les points positifs, les points négatifs, le récap des prix aussi, parce que les tarifs, ça c'est de la folie. Bon, point positif, j'ai juste envie de dire... grosso modo, c'est le meilleur rapport, enfin en tout cas l'un d'eux, parce que j'ai pas testé beaucoup de télé encore concurrentes à celle-ci. En fait, il faudrait que j'aille chercher du Hisense désormais. C'est assurément un excellent rapport qualité-prix, parce que les tarifs, c'est du délire. Et puis surtout, c'est indiscutablement l'un des meilleurs téléviseurs TCL que j'ai eu, si ce n'est le meilleur. En tout cas pour cette série C8, parce que j'ai eu du C9 à la maison, mais j'ai pas eu le C95. C95 qui de toute façon techniquement est un peu en retrait de ce que fait celui-ci. Il y a bien un X955 qui potentiellement peut faire un peu mieux, mais encore une fois, je ne l'ai pas testé, donc là on est clairement sur un très bon téléviseur qui réserve très peu de mauvaises surprises. Donc on a quand même un processeur qui a un peu évolué, un calibrage que je remets ici dans les points positifs, même si c'est dans une autre vidéo, qui est un peu meilleur également que par le passé, voire même bien meilleur par rapport à ce qu'on a pu avoir, même si le mode Dolby Vision visiblement réclame quelques réglages. Malheureusement, j'ai pas pu la faire avec la solution que j'ai moi, parce que j'ai la sonde C6 HDR
et le Portrait G1, donc c'est un kit qui permet de faire du calibrage et de la mesure, mais il y a eu un souci, il y a eu un conflit, Portrait Display travaille là-dessus, donc Cédric Louis l'a mesuré, et il a dit qu'effectivement Dolby Vision méritait un petit ajustement, parce qu'il n'est pas parfait, en tout cas selon les critères d'un calibreur professionnel. Donc, dans l'ensemble, ça reste un beau téléviseur, une nouvelle ergonomie sur la télécommande, une nouvelle ergonomie également au niveau du télé lui-même. Bon, moi j'aurais aimé que, pour chipoter un peu, j'aurais aimé que cette partie câble management soit un peu mieux gérée, et pour tout le reste, allez-y, franchement, aucun doute, c'est un bon téléviseur. Alors je l'ai précisé en début de vidéo, mais je le reprécise ici à nouveau, vous trouverez dans la description des liens d'affiliation qui vous mèneront vers différents sites pour acheter cette série C89B. Si vous avez d'autres téléviseurs en tête et que vous souhaitez vous les acheter en passant par mes liens pour me soutenir, tout simplement, pour me permettre de gagner quelques pourcents de ce que vous allez commander sur ces sites-là, ça rétribue le travail et puis ça me permet de rester indépendant également. En tout cas, sur ces tests de télé, ça reste quand même une grosse priorité également pour moi. Et surtout, ça n'influence rien sur mon travail. C'est-à-dire que si ce téléviseur, j'avais été le seul à le trouver bien et que majoritairement on aurait vu des critiques négatives, ou si sur la communauté les gens avaient dit c'est quoi cette bouse, je préfère ne pas vous mettre de lien d'affiliation et vous dire la vérité que mettre du lien d'affiliation et vous flouer en vous disant c'est génial, allez-y, achetez-le avec mes liens d'affil. Donc c'est pas la politique ici. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien vous savez quoi faire, le petit pouce qui déjà me motive, mais qui surtout aide la vidéo, aide la chaîne dans le grand algorithme de YouTube. Voilà, on sait que c'est comme ça que ça fonctionne, donc n'hésitez pas. Et puis vous pouvez la partager aussi, vous pouvez parler de la chaîne à vos proches, dire hey, regarde, vas-y, va voir, lui il fait des trucs plutôt cool, ou pas. Bon, ouais, c'est vous que ça regarde. Allez, n'hésitez pas en tout cas. C'est à vous de jouer maintenant. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!